des armes de la Seconde Guerre mondiale encore utilisées aujourd'hui. Elles sont peut-être vieilles, dépassées et prennent de la poussière, mais les armes de la Seconde Guerre mondiale restent des technologies militaires létales à ne pas sous-estimer. Même aujourd'hui, parmi les arsenaux des armées et des forces de police modernes, ces instruments de mort éprouvés remplissent encore leurs fonctions, comme si l'on était de nouveau en 1945. Le STG-44. Aujourd'hui, les armes de dotation standard des nations à travers le monde sont classées comme fusils d'assaut. Elles sont légères, entièrement automatiques, maniables par un seul soldat, et surtout, tirent une cartouche intermédiaire, soit une munition de fusil raccourci. De très nombreux fusils d'assaut ont été conçus au fil des décennies, mais tous trouvent leur origine dans le Sturmgewehr. Le Sturmgewehr, qui signifie littéralement fusil d'assaut, a commencé à être développé en 1942 par l'armée allemande, qui cherchait à fournir plus de puissance de feu aux soldats individuels. Bien que le STG-44 n'ait pas été la première tentative de fusil d'assaut, ce fut le premier à être produit à grande échelle. Conçu par Hugo Schmeisser, le STG-44 tirait une cartouche de 7,92 par 33 mm, Kurz, une version raccourcie de la 7,92 par 57 mm, Mauser, qui était la munition standard de l'armée allemande. Même si cette munition était plus petite et avait une portée plus courte, les études montraient que la majorité des engagements se produisaient entre 200 et 600 mètres, rendant la longue portée de la cartouche standard inutile pour la plupart des combats. La cartouche plus petite permettait aux soldats de transporter plus de munitions, une nécessité compte tenu de la cadence de tir de 5 à 600 coups par minute du STG. Il était alimenté par un chargeur amovible de 30 cartouches, une caractéristique désormais standard sur la plupart des fusils d'assaut modernes. Environ 425 000 STG-44 furent produits entre 1943 et 1945 et ils furent distribués pour la première fois aux forces allemandes en 1944. Malgré son design novateur et ses capacités, la guerre tournait déjà à la défaveur de l'Allemagne, et l'introduction du STG arriva trop tard pour inverser la tendance des avancées alliées. Après la guerre, de nombreux pays étudièrent les STG-44 capturés, ce qui mena à la création du légendaire AK-47 et de ses successeurs, probablement les armes à feu les plus répandues de l'histoire, et de manière plus large, à l'adoption des fusils d'assaut comme arme principale des soldats modernes. Même s'il a inspiré pratiquement toutes les armes de dotation modernes, certains utilisent encore le STG aujourd'hui. Aucune armée moderne n'utilise le STG-44, mais de nombreux groupes rebelles et insurgés ont réussi à se procurer ce tout premier modèle de fusil d'assaut. En 2012, des rebelles syriens ont découvert une cache de 5000 STG-44 encore en état de fonctionnement, qui furent alors utilisés dans la guerre civile du pays. En 2014, des soldats ukrainiens ont été aperçus équipés de STG-44 lors du conflit dans la région contestée du Donbass, bien que peu d'éléments indiquent que ces pièces historiques soient encore utilisées dans le conflit actuel en Ukraine. La mitrailleuse lourde M2. Ne réparez pas ce qui n'est pas cassé. En ce qui concerne la mitrailleuse lourde Browning M2, ce principe a été appliqué à la lettre. Pendant la Première Guerre mondiale, le général américain John Pershing a vu la nécessité d'une nouvelle mitrailleuse plus lourde qui pourrait combattre des véhicules de plus en plus puissants, tels que les avions et les chars. Relevant le défi, John Browning a augmenté la taille de sa mitrailleuse M1917.30 calibre déjà réussie, chambrant la nouvelle arme en .50 calibre, créant ce qui deviendrait finalement la mitrailleuse Browning M2. Le M2, ou Madeuse comme on l'appelle affectueusement, est une arme massive, pesant 84 livres, bien que la variante AN ne pèse que 60 livres, toujours beaucoup trop lourde pour être utilisée par l'infanterie. Malgré cela, le M2 fut rapidement adopté par l'armée américaine en 1933, durant la Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine a utilisé le M2 comme mitrailleuse polyvalente, efficace contre l'infanterie, les véhicules légers et les avions. En plus d'être utilisé dans des emplacements fixes tels que les bunkers, il serait monté sur pratiquement tous les véhicules déployés par les États-Unis, y compris les jeeps, les chars et les camions. Les navires auraient une rangée de M2 doubles et quadruples à des fins anti-aériennes et seraient utilisés sur les chasseurs et les bombardiers comme armement offensif et défensif. Pour des capacités anti-aériennes mobiles, 4 M2 seraient incorporés dans le montage quadruple M45, une tourelle qui pourrait être adaptée sur un véhicule.
La puissance de feu immense qui pourrait être déchaînée de ce système d'armes lui a valu le nom de hachoir à viande. Le M2 est également une arme très précise avec une portée de bien plus d'1 mile. Durant la guerre du Vietnam, le célèbre tireur d'élite des Marines, Carlos Adcock, a effectué plusieurs assassinats confirmés avec un M2 équipé d'une lunette de visée. Il a été aidé dans ses efforts par le taux de tir relativement bas, environ 450 à 500 tours par minute, ce qui a permis à un utilisateur habile de tirer une balle à la fois. Le MADEUS est également extrêmement fiable et peut servir pendant des années. En 2015, un M2 de 94 ans a été amené pour rénovation et était toujours en état de fonctionnement, après presque un siècle d'utilisation régulière. En raison de sa longue durée de service, la M2 est l'arme à feu en service depuis le plus longtemps dans l'armée américaine, et rien n'indique que cela va changer de sitôt. Lee Enfield et ses variantes. On peut soutenir que l'arme à feu la plus réussie, utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est toujours en service, est la famille de fusils à verrou Lee Enfield. Cette arme fabriquée en Grande-Bretagne, sous une forme ou une autre, est en service depuis le 19e siècle, et reste un choix populaire pour les armées du monde entier. Le premier Lee Enfield était une mise à jour du précédent fusil à verrou, Lee Medford, et est entré en service en 1895. Pendant la Première Guerre mondiale, les troupes britanniques et du Commonwealth étaient nées principalement équipées du Mark III SMLE, ou Short Magazine Lee Enfield. C'était une arme révolutionnaire pour l'époque, avec un chargeur détachable de 10 cartouches de calibre 303, soit le double de la capacité de la plupart des fusils à verrou de cette époque. Cette grande capacité de chargeur et son ergonomie efficace, qui permettait aux soldats d'actionner le verrou tout en gardant sa ligne de mire, ont conduit au développement de la Mad Minute, durant laquelle un soldat entraîné pouvait tirer jusqu'à 30 coups visés par minute. De nombreux Allemands, pris sous un feu concentré de groupes de tireurs britanniques, pensaient être attaqués par des mitrailleuses. Après la guerre, le SMLE a été repensé, et dans les années 30, son successeur, désigné fusil numéro 4, a été créé. Il tirait toujours les cartouches de 303 depuis un chargeur de 10 coups, mais il était plus simple et plus facile à fabriquer. Le fusil numéro 4 avait un canon plus lourd, une mire reconfigurée, et était livré avec une baïonnette, à la place de la baïonnette à lame modèle 1907 utilisée sur le Mark III. Pendant l'entre-deux-guerres, l'armée britannique a changé la nomenclature de ses fusils, et le Mark III a été renommé fusil numéro 1 Mark III. Le fusil numéro 4 est ensuite devenu le fusil d'infanterie standard de la Grande-Bretagne et des nations du Commonwealth pendant le conflit. D'autres sous-variantes, comme le fusil numéro 5 et des versions spécialisées pour le tir de précision ou l'entraînement, ont aussi été produites. Lorsque la guerre fut terminée, le fusil numéro 4 et le fusil numéro 1, Mark III, ainsi que d'autres variantes, continueraient d'être utilisés par l'armée britannique et les nations du Commonwealth tout au long des années 1950 et au-delà. Bien qu'il soit populaire dans le monde entier, de nombreux pays qui l'utilisent encore sont d'anciennes colonies britanniques ou des nations du Commonwealth comme le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie et le Bangladesh, principalement pour les réservistes, les unités cérémonielles ou comme armes d'entraînement. En Inde et au Pakistan, les SMLE sont encore utilisés par les milices locales dans les zones rurales pour se défendre contre le terrorisme transfrontalier. En Afghanistan, de nombreux combattants préfèrent le SMLE à l'omniprésent AK-47 en raison de sa portée et de sa précision supérieure. Et si l'acquisition d'un véritable Lee Enfield est trop difficile, des armuriers du col de Khyber, entre l'Afghanistan et le Pakistan, en ont fabriqué d'innombrables copies. L'arme légère la plus redoutée utilisée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale était sans doute la MG42. Conçue comme une version plus économique et plus facile à produire que la mitrailleuse MG34, elle fut introduite dans l'armée allemande en 1942 et s'est rapidement imposée comme une arme dévastatrice. La caractéristique la plus marquante de la MG42 était sa cadence de tir, capable de délivrer entre 1200 et 1500 coups par minute. Le tir était si rapide qu'il devenait presque impossible de distinguer les tirs individuels, ce qui donnait au tir continu le son d'une fermeture éclair qu'on ouvre. Résultat, les alliés qui se retrouvaient face à cette arme l'ont surnommée fermeture éclair d'Hitler ou scie circulaire d'Hitler. Aussi impressionnante soit-elle, cette cadence était autant un inconvénient qu'un avantage. À cause de la cadence extrême, le canon surchauffait rapidement, obligeant les équipes à le changer fréquemment,
parfois après seulement 200 à 250 tirs. Sur les 6 hommes affectés à une MG42, l'observateur avait pour tâche de transporter les canons de rechange, qu'on pouvait remplacer rapidement grâce à une trappe sur le côté droit de l'arme. La MG42 a été utilisée sur tous les théâtres d'opération où l'armée allemande a combattu et est devenue une arme emblématique de la Wehrmacht, utilisée aussi bien par les troupes mobiles sur le terrain que dans des positions fixes comme le mur de l'Atlantique. En plus des Allemands, la MG42 a aussi été utilisée dans les armées de nombreux pays, dont l'Italie, la Roumanie, le Zaïre, le Portugal, l'Espagne, la Norvège et bien d'autres. Ces caractéristiques uniques ont inspiré de nombreuses mitrailleuses modernes, comme la MG74 autrichienne, la MG713 suisse et la M60 américaine. Bien qu'elle ne soit plus utilisée directement, sa descendante, la MG3 allemande, est encore en service dans de nombreux pays du monde. C'est en pratique une MG42, chambrée pour les cartouches autant de 7,62 par 50 et 1 mm, au lieu des 7,92 par 57 mm Mauser, avec quelques autres différences. La mitrailleuse légère Madsen. Brevetée dès le départ, la Madsen LMG a fait ses débuts au combat lors de la guerre russo-japonaise de 1905. Pendant la Première Guerre mondiale, des unités furent achetées par la couronne russe pour être utilisées dans le tout jeune service aérien impérial russe. L'armée allemande en a expérimenté 500 exemplaires, chambrés en 7,92 mm, avant qu'ils ne soient remplacés par les Maxim 0815. Adoptée plus largement pendant la Seconde Guerre mondiale, la Madsen était la mitrailleuse standard des armées danoises et norvégiennes. Elles furent ensuite utilisées par les Allemands après leur conquête du Danemark et de la Norvège. L'un des plus gros clients de la Madsen fut le Brésil, qui en acheta par lot en 1932, 1935 et 1949. Dans les années 1950, elles furent toutes converties au calibre 7,62 par 50 et 1 mm autant, introduit en 1950. Cette version finale de la Madsen LMG avait une portée améliorée de 1200 yards, soit environ 1097 mètres, mais conservait le même rythme de tir cyclique de 400 à 500 coups par minute que le modèle de base M 1900-204. En 1996, les forces armées brésiliennes transférèrent leur Madsen à la police militaire brésilienne sous-financée, dont les CAR 15, M16 et FNFAL existants tombaient en ruine, généralement opérés par une équipe de 2 à 3 hommes avec un bipied. Elles furent ensuite utilisées par une seule personne, soutenue par une sangle sur l'épaule. Toujours prisées par la police de Rio de Janeiro aujourd'hui, ces armes sont si puissantes qu'une rafale soutenue aurait un effet démoralisant sur les gangs de la drogue des favelas. Le M1911. Au tournant du XXe siècle, après des expériences aux Philippines, l'armée américaine cherchait à remplacer les revolvers de calibre .38 qu'elle distribuait à ses troupes, recommandant que le nouveau pistolet soit au minimum chambré en .45 et de préférence semi-automatique. En 1907, le concepteur d'armes John Browning se mit au travail, et ce qui sortit de sa planche à dessin est sans doute le pistolet le plus légendaire à entrer en service dans l'armée américaine. Le Colt M 1911, chambré en .45 ACP, devint le pistolet réglementaire lorsque les États-Unis entrèrent dans la Première Guerre mondiale, et devint vite populaire comme arme de poing puissante et efficace, particulièrement utile dans les tranchées. Après la guerre, le 1911 fut modifié avec une nouvelle détente et quelques ajustements mineurs. La nouvelle version fut désignée M 1911A1, le A, un signifiant modification, et fut officiellement adoptée en 1924. Elle resta l'arme de poing réglementaire des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 1911 a été utilisé par toutes les branches de l'armée américaine, ainsi que par des dizaines de pays à travers le monde. Il a été utilisé durant les 2 guerres mondiales, la guerre de Corée, au Vietnam, où il était apprécié des tunnels rats, et pratiquement dans tous les conflits impliquant les troupes américaines dans la seconde moitié du XXe siècle. Même après avoir été officiellement remplacé dans les années 1980 par le Beretta M9, de nombreux soldats continuaient de porter un 1911, et l'arme a été vue en service pendant la guerre du Golfe, l'opération Iraqi Freedom et le conflit en Afghanistan. Encore aujourd'hui, de nombreux pays utilisent le 1911, certains avec des versions modernisées comme le type 86 fabriqué en Thaïlande sous licence, d'autres avec des modèles d'époque, comme aux Philippines, au Bangladesh, en Grèce et ailleurs.
L'armée américaine l'utilise encore de manière limitée dans certaines unités des opérations spéciales, et il est aussi très apprécié par de nombreuses agences civiles de maintien de l'ordre. Le design du 1911 est également populaire chez les civils, et une multitude d'entreprises produisent leur propre version de ce vénérable pistolet pour les passionnés d'armes à feu, dont beaucoup sont d'anciens militaires, ayant un attachement particulier à la création de John Browning, la M3 Grease Gun. En 1940, les responsables du département de l'armement de l'armée américaine supervisèrent l'un des plus grands efforts de modernisation militaire du XXe siècle. L'arme destinée à être remplacée était la légendaire mitraillette Thompson, dont le coût exorbitant de 45 $ par unité, environ 660 $ actuels, la rendait bien trop chère. Elle devait être remplacée par une arme au design plus simple, mais tout aussi meurtrière et beaucoup moins coûteuse à produire. En janvier 1943, un contrat de fabrication fut approuvé pour 300 000 mitraillettes M3. Comparé à la Thompson, la Grease Gun coûtait seulement 20 $ et 94 centimes par unité. Pour réduire les coûts, l'arme ne pouvait tirer qu'en automatique. Elle reçut le surnom de Grease Gun en raison de sa ressemblance avec un pistolet graisseur de mécanicien. Mais elle était aussi surnommée le cauchemar du plombier ou le décorateur de gâteaux. Cette mitraillette avait une cadence de tir fulgurante de 450 coups par minute avec des munitions en point, 45 ACP, comme la Thompson. La M3 ne comportait que 73 pièces. Seule la culasse et le canon nécessitant un usinage coûteux, toutes les autres étant en métal embouti ou pressé. Sur le terrain, la Grease Gun reçut un accueil mitigé de la part des soldats. Certains la louaient pour sa fiabilité, d'autres la détestaient à cause de son levier d'armement fragile et de son chargeur de 30 coups sujet aux erreurs. Ce dernier avait tendance à s'enrayer à la moindre poussière, un problème résolu par l'ajout d'un outil de chargement spécial et de capuchon en plastique. Laisser tomber ou heurter l'arme pouvait casser le tube rétractable de l'arme, la rendant pratiquement inutilisable. Après la guerre, le Grease Gun a été utilisé pendant les guerres de Corée et du Vietnam, ainsi que lors de plusieurs conflits de la guerre froide, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Il a été utilisé pour la dernière fois par l'armée américaine lors de la guerre du Golfe en 1991, après quoi il a donc été abandonné. Aujourd'hui, ce vestige de la Seconde Guerre mondiale reste une bonne option pour ceux ayant des contraintes budgétaires. La marine et le corps des marines philippins utilisent actuellement des M3 Grease Guns améliorés avec des silencieux et des viseurs à points rouges, car ils ne pouvaient pas se permettre des sous-mitrailleuses plus chères comme l'Uzi ou la Floral 9 mm SMG. Le M101 Howitzer. Le M101 Howitzer s'est inspiré des obusiers allemands capturés pendant la Première Guerre mondiale et a été attribué aux troupes américaines en 1940, plus de 20 ans après la rédaction des premiers plans en 1919. Son long cycle de développement a fait que, avant sa fabrication en 1939, le châssis sur lequel il était monté a dû être redessiné pour répondre aux normes modernes, car l'original avait été conçu pour être tiré par des chevaux, plutôt que par des véhicules. Visuellement présent dans les théâtres de guerre européens et pacifiques, le lourd M101, pesant 2258 kg, était remorqué par un châssis motorisé M2 séparé. Il lançait des munitions semi-fixes à haute explosion de 105 mm à une portée maximale de 11 270 mètres, se forgeant rapidement une réputation d'arme de soutien d'infanterie précise et puissante. À la fin du conflit, un total de 8536 unités avaient été assemblées. La production après-guerre se poursuivant jusqu'en 1953, dotée d'un canon et d'un châssis durable. La durée de vie du M101 a été prolongée bien après la guerre, période pendant laquelle il a été utilisé pendant la guerre de Corée et du Vietnam, ainsi que dans un certain nombre de conflits régionaux. Le M101 a finalement été remplacé par d'autres systèmes d'artillerie, restant largement stockés jusqu'à la guerre Russie-Ukraine. En septembre 2022, il a été rapporté que la Lituanie avait fait don d'une quantité non divulguée de ses armes aux forces ukrainiennes dans leur lutte contre la Russie. Bien que conçu il y a plus de 100 ans, le M101 reste utile, car elle utilise les mêmes munitions de 105 mm que la plupart des systèmes d'artillerie légère modernes. Il est également utilisé en combinaison avec des mises à jour en temps réel fournies par des drones pour améliorer sa précision. Et sa portée a été augmentée de 40% grâce à sa capacité à tirer des projectiles à propulsion roquette M927. Le canon D-44. Introduit dans l'armée rouge soviétique juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le canon D-44
canon divisionnaire anti-char, était destiné à remplacer l'ancien canon de campagne ZIS-3, en service depuis 1941. Basé sur l'armement principal du char T-34-85, il avait un canon de 85 mm et entra en production de masse en 1946. Principalement opéré par 8 hommes, le D-44 était un adversaire redoutable qui pouvait tirer 20 projectiles par minute. Il avait une portée maximale de 15 km, 600 ou 9 miles 700, et pouvait tirer une variété de munitions à haute explosivité et à percement d'armure. À une portée efficace d'1 kilomètre, le projectile HVAP pouvait pénétrer entre 100 et 180 mm d'armure. Parmi les autres types de munitions disponibles, le D-44 peut également tirer le projectile BK 2M Hit FS, capable de pénétrer jusqu'à 300 mm d'armure. Entre 1945 et 1954, l'Union soviétique fabriqua 10 800 D-44. Il a été utilisé dans de nombreux conflits, dont la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre arabe contre Israël, et a été exporté vers des pays tels que l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la Corée du Nord, la Pologne, la Roumanie et la Syrie. En mai 2022, une vidéo a émergé montrant des D-44 ex-soviétiques en opération sur les lignes de front de la guerre Russie-Ukraine. Alors que certains sont utilisés comme pièces d'artillerie autonomes, d'autres ont été montés sur des tracteurs blindés MT-LB des années 1970, comme tourelles de fortune, par des ingénieurs ukrainiens innovants, pour créer des destructeurs de chars mobiles basiques. Comme cette liste l'illustre, oubliez les armes modernes. Pour les vieux guerriers aguerris, les fossiles de la Seconde Guerre mondiale sont toujours capables de dominer le champ de bataille.